À la une de l'actualité dans cette édition, aujourd'hui 3 janvier, commémoration du 53e anniversaire du soulèvement populaire de 1966. Un événement que l'unité d'action syndicale a choisi de se remémorer à travers une conférence publique sur le thème de la loi de finances 2019 en rapport à ses similitudes avec le budget de l'État de 1966 de Maurice Yameogo et des leçons à en tirer. On vous en parle dès le début de ce journal-là. Une diplomatie burkinabé très active en 2018 qui a enregistré plusieurs visites du chef de l'État à travers le monde et des rencontres et séjours du chef de la diplomatie burkinabé sur les 5 continents. Mais l'on note surtout la reprise des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Retour sur les temps forts de la diplomatie burkinabé, c'est notre rendez-vous rétro de ce journal. Et la Chine, justement, premier pays à allunir sur la face cachée de la Lune. Les Chinois ont réussi l'exploit de l'alunissage du module d'exploitation Change I4 sur cette partie invisible de la Lune. L'opération, qui est une première mondiale, renforce les ambitions spatiales de Pékin. Un invité dans ce journal, il s'agit du directeur des mines, M. Emmanuel Yameogo, qui viendra nous donner des éclaircissements sur une présumée affaire de sortie frauduleuse d'or du Burkina Faso qui fait polémique en ce moment. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Et pour ouvrir ce journal, sachez qu'il n'y aura pas d'augmentation des prix des tickets de voyage comme cela était prévu pour le 5 janvier prochain. Les responsables des compagnies de transport disent sur soi également à la marche du 7 janvier prochain. La rencontre entre le Premier ministre et les organisations des transporteurs aboutit à un consensus. Écoutons le secrétaire général de la Fédération nationale des acteurs du transport routier. Des discussions de ce matin, nous pouvons dire que les échanges ont été fructueux. Nous avons passé en revue toutes les préoccupations que nous avions et avec le gouvernement, nous avouons que nous avons eu de grandes avancées qui nous permettent aujourd'hui de dire que les mots d'ordre que nous avons, sous réserve d'aller rendre compte à notre base, nous allons reconsidérer les mots d'ordre d'augmentation des tarifs et surtout d'arrêt d'exploitation. Mais nous pensons que cette fois-ci, les discussions étaient franches et sincères et nous avons vu que le gouvernement était dans de bonnes dispositions. C'était un cri de cœur parce que ce n'était pas de gaieté de cœur que des investisseurs arrêtent de travailler parce que quand ils arrêtent, ils perdent de l'argent, il faut le dire dans un français facile. Donc ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on le faisait. Donc nous avons trouvé que le gouvernement était dans de bonnes dispositions. Nous avons discuté sincèrement et franchement. Nous avons fait de grandes avancées, comme on vous l'a dit. Nous réservons la primeur à notre base et nous vous reviendrons dans bientôt. Autre point de l'actualité, 3 janvier 1966, 3 janvier 2019, il y a 53 ans, un soulèvement populaire renversait le régime du président Maurice Yameogo. Une date que l'on commémore chaque année au Burkina Faso. Et cette année, à l'occasion de ce 53e anniversaire, l'unité d'action syndicale veut jouer la carte de la similitude avec le contexte national actuel et attirer l'attention des dirigeants sur la gouvernance. La conférence publique animée à cette occasion évoque la loi de finances 2019 et ses similitudes avec le budget de l'État de 1966 et des leçons à tirer. Plus de détails avec Salifou Belem et Iniwalkoy Janine Kambiri. Une conférence publique sur le thème « Loi de finances 2019, quelle similitude avec le budget de l'État de 1966 de Maurice Yameogo et quelles leçons ?» L'unité d'action syndicale UAS commémore les 53 ans du soulèvement populaire du 3 janvier 1966 qui a renversé le président Maurice Yameogo. Il s'est agi pour le conférencier Grégoire Traoré d'établir une comparaison entre la loi de finances 2019 et celle de 1966 qui, selon lui, contiendrait des mesures similaires. La loi de finances 1966 avait fait un abattement de 20% sur les salaires des fonctionnaires. Alors, les allocations familiales avaient été également rabattues à près de la moitié. Sur le plan des libertés démocratiques, alors, il était carrément interdit aux organisations syndicales et tout regroupement. Et en même temps, au niveau social,
la vie chère frappait énormément les populations. En 2019, l'adoption de cette loi de finances s'inspire des mêmes méthodes, notamment par des projets qui consistent à l'augmentation des taxes d'abord qui vont peser sur le pouvoir d'achat des travailleurs. Vous avez le retour de la taxe de la TDC, taxe de développement communal, qui avait été combattue et supprimée en 2011. Alors le gouvernement revient là-dessus. Selon lui, les mêmes causes produisent les mêmes effets et il invite les gouvernants du pays à tirer les leçons du passé. Nous disons que les autorités doivent pouvoir tirer les leçons des événements passés. Il y a eu 66, il y a eu également 2014, il y a eu 2015, la résistance au pouf. Donc nous disons, nous avons tiré les leçons en disant qu'à chaque fois que les libertés démocratiques et syndicales ont toujours été bafouées, le mouvement syndical a toujours su trouver la réponse appropriée et que ce n'est pas la répression qui peut résoudre les problèmes. En rappel, le soulèvement populaire de 1966 qui a mis fin au régime de Maurice Yameogo, premier président de la Haute-Volta actuelle Burkina Faso, a été provoqué par un excès de frustration du peuple et des travailleurs qui n'arrivaient plus à supporter le fait que quelques personnes proches du cercle des dirigeants s'enrichissent illicitement au détriment de la majorité de la population qui vit dans une pauvreté grandissante. Et le pouvoir a été confié aux militaires, notamment au général Sangoulé Lamizana, à la demande du peuple. Et justement, pour certains responsables syndicaux, la commémoration de cette date est un devoir de mémoire pour les générations futures. Mais il s'agit surtout de rappeler aux dirigeants actuels qu'ils doivent tirer leçon du passé. Écoutons quelques avis. Donc, c'est une leçon très amère que nous retenons à l'endroit de ces hommes politiques. Mais il faut aussi avoir le courage de dire qu'au-delà des hommes politiques, on doit interpeller tous ceux qui sont des responsables des différentes couches sociales, que ce soit au niveau du mouvement syndical, que chacun comprenne qu'une organisation syndicale défend des valeurs. Que ce soit au niveau politique, les gens doivent comprendre que diriger un parti politique et avoir pour objectif la conquête et la gestion du pouvoir d'État, c'est diriger un peuple. C'est travailler, se sacrifier pour l'avenir d'un peuple. Et tous ceux qui sont à la tête des organisations religieuses et traditionnelles doivent comprendre qu'il n'y a pas de construction véritable d'une démocratie dès lors que chacun ne s'investisse pas dans le respect strict de la parole donnée. Nous lançons un appel vibrant à tous les syndicalistes, tous les responsables syndicaux, à quelque niveau que ce soit, de comprendre que les hommes passent, mais les actes que nous posons restent. Et faisons en sorte que les actes que nous posons soient des actes qui respectent l'intégrité, la dignité, la liberté au nom desquels les dévanciers se sont sacrifiés. La portée de cette commémoration pour nous, c'est d'abord un devoir historique de rappel pour restituer l'histoire, parce que nous voyons par-ci par-là des gens qui tentent vraiment de dire que c'est eux qui ont été ceci, cela pour le 3 janvier 1966. Le commémorer au niveau du monde syndical, d'abord, c'est pour restaurer l'histoire, permettre à la jeune génération de savoir ce que les organisations syndicales ont pu poser comme acte. Cet événement contribue justement à orienter, à constituer une source d'inspiration pour les jeunes générations en termes d'engagement, en termes d'organisation, en termes de prise en charge effectivement des questions qui préoccupent notre peuple. Voilà des propos recueillis pour nous par Salifou Belem et Ini Walkoy Janine Kambiri. La diplomatie burkinabé aura été très dynamique au cours de l'année 2018 avec un travail de qualité qui a soutenu les actions de coopération tout au long de l'année. L'on note les visites les visites d'État du président du Faso à travers le monde et les différents voyages du chef de la diplomatie burkinabé sur les 5 continents. Les faits marquants, la reprise des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso et les visites de travail et d'amitié du prince Albert II de Monaco et du gouverneur général du Canada à Ouagadougou. Une diplomatie très active, donc résumée ici dans la rétrospective que nous propose Amadou Ardodiko. La diplomatie burkinabé post-insurrection se caractérise par son pragmatisme, sa quête de la paix et de la sécurité régionale et le développement national.
Le Burkina, au cœur du dispositif du G5 Sahel, engage en 2018 une stratégie de coordination intégrée afin de rendre efficace la phase opérationnelle de la force conjointe des pays membres du G5 Sahel. C'est la substance du message du ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération, Alpha Bari, lors de la rencontre de haut niveau tenue à New York sur le thème de l'insécurité dans le Sahel. Rencontre tenue en marge de la 73e Assemblée générale des Nations Unies le 24 septembre 2018. Au-delà de l'implication du Burkina sur le front sécuritaire, la diplomatie burkinabé se veut pragmatique, comme l'illustre la reprise des relations diplomatiques avec la Chine continentale le 26 mai 2018. La réelle politique, pour paraphraser le général de Gaulle, qui disait que les États n'ont pas d'amis mais des intérêts, a mené le Burkina Faso à rompre avec Taïwan pour reprendre avec la Grande Chine pour des raisons politiques, économique et géostratégique vu l'influence et la place qu'occupe ce pays dans le monde. Très vite, les couleurs ont été annoncées par la visite d'État du président Roch-Marc Christian Kaboré à Pékin. D'importants accords sur l'énergie, l'agriculture, les transports, la santé, la formation professionnelle ont été signés lors de cette visite d'État. Après Pékin, c'est Munich, Bruxelles, New Delhi, Riyad, Tokyo, Paris qui ont reçu le président du Faso dans le cadre de visites d'amitié et de travail en vue de renforcer la coopération entre le Burkina Faso et ses pays pour promouvoir des échanges politiques et économiques au service de l'essor de la nation. Diplomatie sous-régionale, des actions bilatérales sont menées à travers la CEDEAO, l'UEMOA, pour l'affermissement des relations de coopération et de faire de l'intégration une réalité grâce à la libre circulation des personnes et des biens. C'est l'esprit du 7e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui s'est tenu le 24 juillet 2018. 70 accords ont été signés et les plus importants concernent les travaux de chemin de fer et d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou dont la réalisation est chiffrée à 1200 milliards de francs CFA. La diplomatie burkinabé, c'est la coopération internationale, bilatérale et multilatérale, mais c'est aussi une diplomatie à l'interne dont l'action vise au rayonnement du Burkina Faso à l'extérieur. C'est dans cette dynamique que 13 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président du Faso le 18 novembre dernier. Du Pakistan en passant par la Malaisie, la Thaïlande, la Hongrie, le Botswana, c'est le Burkina Faso qui élargit sa zone d'influence, son carnet d'amitié dans le monde. Des visites de travail et d'amitié comme celle du prince Albert II le 12 janvier, de la gouverneure générale du Canada le 22 octobre 2018, du président tchadien Idriss Déby Itno sont à mettre à l'actif de la vision du président du Faso et du dynamisme du ministre Alpha Bari qui a multiplié les déplacements sur tous les continents pour faire rayonner le Burkina Faso et mettre en branle une diplomatie au service du développement. Et pour assurer cette continuité de l'action diplomatique, 24 jeunes diplomates fraîchement sortis de l'Institut des hautes études internationales de Ouagadougou s'engagent à continuer l'œuvre des prédécesseurs. Ils s'engagent à tenir haut le flambeau de la diplomatie burkinabé qui se veut pragmatique, efficace au service de la nation. Page entretien de ce journal et notre invité est le directeur des mines, M. Emmanuel Yameogo. Il vient nous donner des éclaircissements sur cette polémique qui fait rage sur une affaire présumée de sortie frauduleuse d'or du Burkina Faso par les rails. Bonjour M. Yameogo. Bonjour Madame. Et bienvenue sur le plateau de ce journal de 13h. Merci bien. Alors, il y a donc cette polémique qui court sur une présumée affaire de sortie frauduleuse d'or du Burkina Faso par les rails. Une cargaison aurait été bloquée à Bobo-Dioulasso et on évoque un minerai de près de 7 milliards de francs CFA. Monsieur le directeur des mines, qu'en est-il exactement? Merci bien, Madame Douano. Je voudrais d'emblée dire qu'il n'y a pas de fraude. Ça, il faut le dire, il n'y a pas de fraude en matière de minerai d'or. Il s'agit plutôt de rejets, de résidus, de traitements issus du charbon fin qu'une société a demandé officiellement à exporter au Canada pour des fins de traitement. Alors, effectivement, cette quantité qui est environ 495 tonnes contient de l'or dans l'ordre de 304 kilos, de l'argent 135 kilos environ. C'est cette valeur estimée qui vaut 7 milliards 128 millions environ. Voilà. Est-ce que nos textes autorisent une telle opération? Évidemment, la loi 036-2015 portant code minier autorise ça à son article 46, que ce soit
le minerai extrait, que ce soit des concentrés, que ce soit des dérivés, primaires ou secondaires, comme on l'a dit. L'article 46 du Code minier permet l'exploitation de cette quantité. Alors pourquoi la cargaison est bloquée en ce moment à Bobo? Justement, la cargaison a été bloquée parce que nous avons une structure qui s'appelle la Brigade nationale antifraude de l'or, qui est la structure chargée de lutter contre la fraude de l'or. Et dès qu'elle a une information, elle agit. Et c'est sur instruction du procureur général que cette brigade a été saisie et s'est déportée avec son DG même à Bobo Dioulasso. Ils ont qualité d'officier de police judiciaire, ils ont engagé l'action, ils ont saisi cette cargaison, ils ont scellé ça, ils ont déposé ça au port sec de Bobo Dioulasso en attendant de fournir au procureur toutes les pièces nécessaires pour sa prise de décision. Alors, monsieur le directeur, une sortie du territoire d'une telle quantité de minerais, est-ce que vous comprenez que cela puisse susciter de la méfiance? Quelles sont les garanties que le pays ne sera pas lésé? Oui, bon, je comprends très bien que les gens puissent se méfier, mais les garanties sont les suivantes. Il faut dire que toute cette quantité, depuis le conditionnement de l'usine de la mine en question, est suivie par les agents de l'administration des mines, à savoir la Direction générale des mines et de la géologie, le Bureau des mines et de la géologie du Burkina, qui est le bras technique du ministère, ont assisté à tous ces conditionnements-là, établi des PV, et je vous assure même que nous avons prélevé 640 échantillons de ce charbon fin-là pour analyser dans les laboratoires du BIMIGER. Donc toute cette procédure a été suivie au niveau du ministère des Mines et des Carrières. Ensuite, il y a les services douaniers qui ont suivi effectivement aussi, qui donnent une autorisation. Donc tous les services compétents de l'État ont suivi cette opération de bout en bout. Alors pourquoi finalement le Burkina Faso ne se donne pas les moyens de traiter son minerai? Alors ça, c'est déjà en cours de réalisation, parce que la mine même qui a demandé à exporter a déjà installé une fonderie qui pouvait extraire ce minerai, mais la capacité actuelle ne permet pas d'observer tout le charbon fait, tout son stock de charbon fait. Ça veut dire que jusqu'à présent, même, il y a des mines même qui n'arrivent pas à récupérer ça, donc ils rejettent ça même. Donc c'est une valeur ajoutée pour notre pays si on arrive à valoriser justement ce charbon fait-là. Merci, monsieur le directeur des mines, d'être venu sur notre plateau pour nous donner des réponses concernant cette polémique qui court en ce moment, en tout cas sur une présumée affaire de sortie frauduleuse d'or du Burkina Faso par les rails. Donc, vous confirmez qu'il n'y a pas de fraude? Il n'y a aucune fraude. Merci, monsieur le directeur général. Monsieur le directeur, des mines, monsieur Emmanuel Yameogo. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. La commune rurale de Kouala à sa foire agro-silvo-pastorale pour valoriser ses produits locaux et offrir un marché aux producteurs. La première édition de la foire de Ganta donne à voir donc et à apprécier surtout les potentialités dans les différentes filières. À l'occasion, des engagements sont pris de part et d'autre pour accompagner la transformation des produits. Reportage Seydou Nikiema, Yaya Traoré et Mahamadi Ouedraogo. Une variété de produits locaux valorisé à travers cette foire agro-silvo-pastorale. L'initiative est du conseil municipal de la commune de Kouala. Il s'agit pour les promoteurs d'encourager les acteurs à s'orienter vers la transformation de leurs produits. C'est pour créer plus de visibilité, c'est aussi encourager la transformation parce qu'au niveau de cette commune, c'est ce qui manque. On a fait le tout, vous avez vu, c'est des produits bruts, non transformés. Et pour développer les secteurs aussi, il faut encourager la transformation. Il y a des perspectives de créer une laiterie au niveau de certains villages. Il y a également au niveau des maraîchers cultures où nous produisons assez de tomates. Et souvent, il y a véritablement des dégâts. Il faut aller vers la transformation de ces produits. Ce cadre a permis des échanges entre des acteurs de différentes filières d'une part et d'autre part de faire connaître les produits. Nous avons présenté de l'eau de javel que nous avons nous-mêmes fabriquée. Nous avons aussi le savon fait à base de l'huile de balanétes. Nous sommes heureux d'avoir pris part à cette foire car beaucoup de gens pourront découvrir nos produits et nous permettre de faire de bonnes affaires. En marge de cette foire, le conseil municipal de Kouala a procédé à l'inauguration du marché à bétail de Ganta, d'un coût global de 46 millions de francs CFA. L'infrastructure est réalisée grâce à l'appui du programme Valpap.
Hors de chez nous, c'est un exploit inédit que vient de réaliser la Chine et qui confirme ses ambitions spatiales, celle d'avoir réussi l'alunissage de la face cachée de la Lune. Le module d'exploration qui avait quitté la Terre le 8 décembre dernier s'est posé sans encombre et ce matin a envoyé une photo de la surface lunaire qui était jusque-là invisible. La Chine a réussi jeudi le premier alunissage d'un engin spatial sur la face cachée de la Lune. Aucune sonde ni aucun module n'y avait encore été posé. Cette face cachée est montagneuse, accidentée, parsemée de cratères, alors que la face visible offre de nombreuses surfaces plates pour se poser. L'engin chinois a envoyé une photo de la surface lunaire au satellite Keikaio en orbite autour de la Lune. Il aura pour mission d'étudier les basses fréquences radio, les ressources en minéraux et la culture des tomates et d'autres plantes. C'est la deuxième fois que la Chine envoie un engin explorer la surface lunaire après le Yutu en 2013, qui est resté actif pendant 31 mois. Et sur cette exploration spatiale, on marque un point final pour les actualités de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.